Un message inhabituel Joe, appelle-moi si tu as ce message, d'accord? inquiète une famille. Mais quand j'ai rappelé, elle n'a pas décroché. Je n'avais qu'une idée en tête, trouver ma mère. Ce crime atroce. Venez m'aider! Oh Seigneur! L'attaque a clairement été très violente. Le coupable avait l'intention de tuer. Et la cavale du suspect On traquait un tueur. pousse la police à réunir les images de vidéosurveillance Il avait l'air de chercher à rester hors du champ de certaines caméras. pour attraper l'assassin. Là. Joe? Ah, te voilà. Tes bottes ne sont pas dans le placard, c'est parce que tu les prends? Oui, elles sont dans la voiture. D'accord. Cela fait 45 ans que Shirley et Joe Shell sont mariés. Shirley était mon amour du lycée. On a commencé à se fréquenter au début du lycée. On a fait nos 2 premières années à l'université ensemble. C'était une très bonne chrétienne, une femme pieuse. C'est indispensable. Oui. Je n'aurais jamais pu trouver de meilleure épouse. Joe et Shirley ont 3 enfants et 2 petits-enfants. Elle était d'une grande gentillesse, affectueuse et altruiste. Si vous demandez à mes frères et sœurs, et même à mon père, c'est vraiment la notion d'altruisme qui reviendrait pour la décrire. Joe passe beaucoup de temps sur la route. Il est cadre supérieur dans une entreprise agricole basée à 480 km de là, à Amarillo. Oui. Parfois, au lieu de partir le soir, je partais le lendemain matin à 5 heures. Mais ce jour-là, je suis parti la veille au soir. Je t'appelle en arrivant. Comme mon père partait souvent en déplacement, j'aidais beaucoup ma mère à la maison, notamment pour s'occuper de mamie. La mère de Shirley, Pearl, a 95 ans et ne voit quasiment plus. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle à temps plein. Parfait. Elle distinguait les formes, les images, la lumière, l'obscurité et peut-être les couleurs. Mais je crois qu'elle avait du mal à distinguer les détails. Voilà. Il est maintenant 3h30 du matin. Joe est arrivé à Amarillo. Il passe la nuit dans un motel, prêt à assister à une réunion très tôt le lendemain. J'ai vu que Shirley avait appelé. C'était très étrange, surtout aussi tard. Je crois qu'elle ne m'avait jamais appelé aussi tard. Elle avait laissé un message sur le répondeur. Jeudi à 2h25. Ma fille connaît peut-être le code à 4 chiffres. Votre fille? Je pourrais l'appeler pour lui demander... Joe, appelle-moi si tu as ce message, d'accord? Raccrochez. J'ai vraiment cru qu'il devait y avoir un problème avec sa mère. Mais quand j'ai rappelé, elle n'a pas décroché. J'ai donc appelé Cindy chez elle. Allô? Cindy, c'est moi. Papa? Il est quelle heure? J'ai reçu un appel étrange de ta mère. Il appelait pour me demander si je pouvais aller chez eux et voir ce qu'il se passait. J'y vais tout de suite. Ouais, salut. Je me disais que j'allais y aller, régler le problème, rentrer chez moi et retourner me coucher. J'ai dû mettre 5 minutes maximum pour arriver chez mes parents. Je ne voyais toujours pas ce qui avait pu se passer pour que mon père m'appelle. Il est 4 heures du matin.
La maison avait l'air normale. Toutes les lumières qui étaient allumées d'habitude l'étaient. Comme j'avais évidemment une clé, j'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. Je suis immédiatement allée voir la chambre de ma grand-mère. Les draps du lit avaient été repoussés comme si quelqu'un s'était levé du lit. Mais tout avait l'air à sa place. Je suis restée là un moment. Encore une fois, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Cindy? Puis j'ai entendu ma grand-mère. Mamie? Qu'est-ce que tu fais par terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré. Oui, maman. Elle dit qu'il a emmené ma mère. Je vais la chercher. Reste là, je reviens tout de suite. Je n'avais qu'une idée en tête, trouver ma mère. J'ai distingué son corps dans le noir. Maman, on aurait dit qu'elle faisait une sieste. Quand j'ai allumé... Maman, j'ai pu voir qu'elle était allongée sur son lit, plus ou moins recroquevillée sur le flanc. Maman! Maman! C'est pas vrai! Non! Police secours d'Edmond, j'écoute. Ma mère! Venez m'aider! Vous êtes à quelle adresse? Oh Seigneur! Je suis au 4115 Wendell Drive. C'est épouvantable! Quelqu'un a assassiné ma mère! Ma mère est morte! Quelqu'un est entré par effraction et ma mère est morte! On l'a tuée! On est touché au plus profond de son âme dans ce genre de moment. On ressent un néant absolu. On a l'impression d'être vidé de son âme. Mike Chesley de la police d'Edmond dirige l'enquête. D'entrée de jeu, j'ai veillé à ce que la scène de crime soit sécurisée. Tout était bouclé, on avait rassemblé les témoins, et quand je suis rentré dans la partie de la maison réservée à Pearl, je crois que le portefeuille avait été laissé ouvert sur la table. Et j'ai aussi remarqué un pot en plastique translucide posé sur la même table. Le bord du couvercle était cassé. Quelqu'un a volé la monnaie que contenait le pot en plastique et 2 cartes bancaires. Mais curieusement, c'est à peu près tout. La police veut parler aux membres de la famille dont la présence est avérée au moment du meurtre. Bonjour, je suis Mike Chesley de la police. J'ai quelques questions à vous poser. Pearl avait 95 ans, et compte tenu de sa cécité, elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Vous vous rappelez certains détails? Il y avait beaucoup de vacarme. Elle se souvenait avoir entendu quelqu'un entrer dans la maison. Elle a entendu une voix grave et calme dire à Shirley d'aller chercher l'argent. Elle n'a pas entendu Shirley crier ni rien, mais elle a entendu le suspect lui dire « Vous venez avec moi ». Tandis que des agents conduisent Pearl en lieu sûr, les inspecteurs se rendent sur la scène de crime. En arrivant dans la chambre de la victime, j'ai vu qu'elle avait plusieurs blessures à la tête et au cou. Il y avait beaucoup de sang. Cette attaque avait clairement été violente. Celui qui a fait ça avait l'intention de tuer. Il n'y avait aucun signe évident de lutte. Il n'y avait pas d'arme à feu ni d'arme blanche qui traînait. On avait très peu d'indices. La police frappe aux portes des voisins pour trouver des témoins. Parmi les voisins, une personne avait entendu du bruit et en regardant par la fenêtre avait vu un véhicule garé devant la maison de la victime. Elle nous a donné une vague description disant qu'il s'agissait peut-être d'une 5 portes de couleur bordeaux. Les inspecteurs pistent les 2 cartes bancaires volées dans le sac à main de Shirley. Ils émettent aussi un avis de recherche concernant un véhicule bordeaux repéré aux abords de la scène de crime. La police quadrille le quartier.
La première fois qu'on arrive sur une scène de crime, on cherche les images de vidéosurveillance dans le quartier. Beaucoup de gens ont installé des caméras sur leur façade pour surveiller l'entrée du garage ou autre. Ce quartier étant dépourvu de caméras, la police élargit ses recherches pour trouver des images. Disons que notre homme sort de la route I-35 à Edmond. La I-35 traverse Edmond du nord au sud. Et le quartier où vivait l'échelle se situait juste à l'ouest de cet axe. On pense qu'il est possible que le meurtrier ait quitté la route pour prendre de l'essence et qu'il ait atterri dans le quartier. Il prend la 15e rue et arrive chez la famille Shell, à Wendell Drive. L'agent Chesley pense que si le meurtrier a quitté l'autoroute à Edmond, il a pu passer devant 3 entreprises commerciales. Circle K, 7-Eleven et le supermarché Walmart. Toutes les entreprises situées dans cette zone et dotées de vidéosurveillance seraient importantes pour notre enquête. La police se dirige vers la sortie de la I-35, située à moins d'1,5 km de la scène de crime. Leur traque de la vidéosurveillance commence au 7-Eleven. Et la chance leur sourit. Le commerce dispose d'une caméra pointée tout droit vers les pompes à essence, à l'extérieur. On espère bien voir un véhicule correspondant à la description de la voiture garée devant la maison d'échelle. Et on croise les doigts pour que le meurtrier se soit garé sur le parking et qu'il soit entré dans la supérette. Faites pause. Le visage du tueur a-t-il été filmé? Revenez en arrière. Shirley a laissé un message téléphonique à son mari à 2h25 du matin. Stop. Un peu en arrière. Les policiers font donc démarrer la vidéo à 2h pour démarrer leur recherche. Ouais, commencez là. Mais il y a un problème. Les caméras étaient à l'intérieur et n'étaient pas nécessairement orientées vers l'extérieur. Les inspecteurs n'ont pas une vue claire du parking. Et il n'y a aucun signe du véhicule Bordeaux aperçu près de chez Shirley. Même si c'est frustrant, tant pis. Il faut poursuivre les recherches. Merci pour votre aide. Après avoir fait chou blanc au 7-Eleven et au Circle K, les policiers traversent la rue pour se rendre au Walmart. Cette chaîne de supermarchés a de bonnes caméras et il y en a pas mal à l'intérieur comme à l'extérieur des magasins. Ils saisissent immédiatement des copies de la vidéosurveillance et placent la première vidéo à l'heure voulue, Fais lecture. dans l'espoir de voir la voiture Bordeaux repérée sur les lieux du crime. On a commencé à regarder un peu avant 2h15, puisqu'on savait que Shirley avait passé son appel vers 2h30. Hormis 2 personnes qui déchargent un camion de marchandises, le parking est calme. Jusqu'au moment où, Là. à 2h19, un véhicule de couleur foncée entre dans le champ de la caméra et roule jusqu'au fond du parking. 3 minutes plus tard, le véhicule réapparaît, avant de disparaître en passant derrière le grand camion garé sur le parking, puis de revenir à l'image et enfin de sortir du champ. Tu peux repasser les images? La voiture est Bordeaux, et le comportement du conducteur éveille les soupçons des inspecteurs. Normalement, les clients du Walmart se garent près du magasin. Il y avait plein de places libres. Pourquoi est-il parti au fond du parking avant de revenir? Il n'avait pas terminé de faire ses courses, il avait oublié quelque chose? Le véhicule correspond à la description de la voiture repérée en face des lieux du crime. La police veut identifier le conducteur. Tu peux zoomer?
Mais le véhicule est trop loin et l'image trop floue pour distinguer la plaque d'immatriculation. D'accord, continue. Rien ne se passe durant les 8 minutes suivantes, quand soudain, à 2h30, le même véhicule revient. Attends, le conducteur est hors champ entre 2h22 et 2h30 ? C'est ça. Les inspecteurs sont convaincus qu'en 8 minutes, le conducteur a eu le temps d'aller chez Shirley, de la tuer et de regagner le parking. Reviens en arrière. Zoom. N'arrivant toujours pas à lire la plaque, il continue de visionner les images. Quand soudain, Là. 6 minutes plus tard, la même voiture foncée réapparaît une 3e fois. Il se gare. Reviens en arrière. Elle n'a jamais été visible aussi nettement. Ils espèrent avoir un premier aperçu du suspect. On s'attend à ce que quelqu'un sorte de la voiture. Agrandis. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge le siège vers l'avant, puis vers l'arrière et trafique quelque chose côté passager. Et... Mais le conducteur ne sort pas. Les agents continuent de regarder attentivement l'écran à la recherche du moindre mouvement. 6 ou 7 minutes plus tard, vers 2h43, un employé du supermarché qui range des caddies se dirige vers la voiture. Sans prévenir, le véhicule fait brutalement marche arrière et s'en va. Est-ce qu'il veut éviter d'être repéré ou qu'on note sa plaque d'immatriculation? Déterminés à identifier la voiture, les inspecteurs chargent les images d'une caméra qui filme le bout du parking du supermarché. Fais lecture à partir de là. Ils démarrent la lecture juste avant 2h19, quand la voiture entre dans le champ de la première caméra. C'est lui. Ils regardent le véhicule traverser le parking et disparaître hors champ. « 30 secondes plus tard, il revient dans le champ. Repasse les images. On avait une meilleure vue de la voiture, mais on était toujours dans l'incapacité de relever les plaques. Il continue le visionnage dans l'espoir de revoir la voiture. Cette fois, elle passe juste devant la caméra. Attends, je vais agrandir. L'image est sombre et granuleuse. Mais les agents peuvent enfin voir que le conducteur est un homme blanc chauve d'âge mûr. On a réussi à voir qu'il portait un t-shirt sombre et même noir. Les images du supermarché fournissent une piste essentielle. On était très contents parce que l'étau se resserrait de plus en plus sur notre suspect présumé. Ils envoient en urgence les images du véhicule et du conducteur aux agents de police affectés dans la zone. Du côté d'Échelle, les filles de Shirley se réunissent pour consoler leur père. Je voulais aller chez mes parents le plus rapidement possible. Viens. Cindy n'arrêtait pas de ressasser son incompréhension. On était tous un peu sonnés. On avait du mal à y croire. À ce moment-là, comme je n'avais même pas le droit de voir ma femme, j'étais très émotif. Ça ne faisait aucun doute. Huit jours après le décès de Charles Échelle, la police cherche toujours le véhicule Bordeaux et son conducteur, filmés par les caméras de vidéosurveillance d'un supermarché.
Le conducteur est un homme blanc, chauve, d'âge mûr, habillé en sombre. Qu'est-ce qui nous échappe? C'est alors qu'au cours d'une réunion, une idée germe. Il était peut-être au Walmart plus tôt. Si le conducteur du véhicule Bordeaux est bel et bien le meurtrier de Shirley, est-il passé devant le Walmart plus tôt dans la soirée en allant repérer les lieux de son crime? Pour le savoir, les inspecteurs regardent si le véhicule apparaît plus tôt sur la vidéosurveillance. Sans succès. C'est là que la police découvre les images d'une autre caméra, installée en surplomb du parking. Fais pause. Zoom. Ils ont eu raison de se fier à leur intuition. Ils découvrent que la voiture Bordeaux est garée derrière un arbre à minuit, soit plus de 2 heures avant qu'ils ne l'aient vue entrer pour la première fois dans le parking. On avait l'impression qu'elle était vide. Les policiers comprennent qu'à tout moment, le conducteur pourrait revenir. C'est le moment qu'ils attendaient. Le moment où ils découvriront peut-être enfin le visage du meurtrier de Shirley. Attends. C'est lui. On a pu voir une personne avancer vers la voiture. Arrête l'image. Agrandis. La personne ressemble à l'homme blanc aperçu sur les images de la première caméra de vidéosurveillance. Il fait quoi, 1m85? Voir enfin la personne qui conduisait cette voiture, qui avait un comportement suspect à l'heure du meurtre, c'était génial. L'étau se resserrait de plus en plus. Malheureusement, il ne se tourne pas vers la caméra. Bon, avance. Il monte dans sa voiture, recule, puis curieusement, se gare de nouveau juste à côté. Il reste assis. Qu'est-ce qu'il fait? 45 secondes plus tard, on peut voir le conducteur reculer et quitter le parking. Il bascule sur une autre caméra. Le supermarché est bien en bas de l'écran. Ouais. Donc il va à sa voiture depuis le supermarché. Une fois qu'on a déterminé que cet homme se trouvait dans le magasin avant de rejoindre sa voiture, on a regardé les images des caméras filmant l'intérieur du supermarché pour essayer de le localiser. Le conducteur du véhicule Bordeaux et principal suspect du meurtre de Shirley Shell se tient à l'entrée du magasin, dos à la caméra. Allez, tourne-toi. Au bout d'un moment, il se tourne enfin. Les inspecteurs découvrent finalement son visage. Mais ils notent aussi un autre détail. Il porte un badge d'entreprise. Leur suspect travaille au Walmart. Les agents se précipitent au supermarché à sa recherche. Mais il n'est pas là. Vous reconnaissez cet homme? Sur la photo, le gérant du magasin reconnaît Harold Warner, âgé de 47 ans. Les policiers le convoquent pour l'interroger. Il y avait un couple qui faisait ses courses chez nous. On a beaucoup de vols à l'étalage. Il l'interroge sur son comportement suspect dans le parking la nuit du meurtre de Shirley. Il nous a expliqué qu'en fait, il surveillait 2 personnes qu'il soupçonnait d'être des voleurs. Je suis monté dans ma voiture et je les ai suivis. Il voulait garder un œil sur ces gens louches et récupérer leur numéro de plaque d'immatriculation. Le gérant du supermarché confirme ses propos. D'accord. Merci pour votre aide. Harold Warner est rayé de la liste des suspects.
Retour à la case départ. Je ferai des courses pour papa tout à l'heure. D'accord. 3 semaines après l'assassinat de Shirley, la famille Schell attend désespérément des réponses. Toujours sous le choc du décès, Cindy et Tracy continuent de traiter les affaires de leur mère. Avec Cindy, on avait une petite routine quotidienne. On passait prendre le courrier pour vérifier que les factures étaient payées à temps. Un problème? C'est le relevé d'une carte bancaire. Je savais pas que maman avait une carte bleue à son nom. Elle avait été utilisée depuis le jour du meurtre sur une période d'environ 15 jours. C'est quoi tous ces achats? Il y avait eu des débits faits après que ma mère a été assassinée. Elle contacte immédiatement la police. Vous l'avez reçu aujourd'hui? Je ne savais même pas que ma mère avait un compte dans cette banque. On avait surveillé l'activité des cartes bancaires qui avaient été volées, mais il n'y avait eu aucun achat. Il s'avère que Shirley avait une autre carte bleue, sans que son mari, ses filles ou son fils ne soient au courant. La police tient la piste qui lui manquait. En apprenant que cette carte avait été volée et qu'elle avait servi, on apprenait une très bonne nouvelle. Et ensuite, De retour au poste, les inspecteurs s'appuient sur le relevé bancaire de Shirley il y en a partout. pour placer les transactions frauduleuses sur une carte. Je suis immédiatement allé au bureau pour cartographier le trajet parcouru, avec les endroits, les dates et les heures auxquelles la carte bleue avait servi. J'ai pu établir qu'elle avait été utilisée peu après le coup de fil qui nous a avertis du meurtre de Shirley. Elle a servi jusque dans l'Ohio, puis de nouveau dans l'Oklahoma et dans l'Ohio encore en l'espace de 2 ou 3 semaines. Il s'arrête le 28 à une station-service de Clayton. Dans l'Indiana, génial. Quelqu'un a utilisé la carte bancaire de Shirley dans 20 stations-service à travers 5 États des États-Unis. Les policiers contactent les gérants et se mettent en route. On traquait un tueur. Notre mission consistait à saisir tout type de vidéosurveillance utilisée dans ces stations-service pour avoir un premier visuel de notre suspect et, si possible, de son véhicule. De nombreuses stations-service n'ont pas d'image utile pour l'enquête. Il y a eu pas mal de stations où on a fait chou blanc. C'est à 800 mètres sur la droite. D'accord. Après avoir parcouru près de 1300 km, ils arrivent enfin dans l'Indiana. Ils entrent dans leur 12e station-service, Marathon Oil, à Cloverdale. La chance leur sourit. Le patron confirme que quelqu'un a utilisé la carte bancaire de Shirley pour payer son essence le 29 juin, 3 semaines après l'assassinat. Mais surtout, il a les enregistrements vidéo. On va regarder. Les inspecteurs font enfin une avancée et s'apprêtent à voir l'assassin de Shirley en personne. Pause. Là. À 18h39, il repère un véhicule à la 3e pompe. C'est trop loin. Vous pourriez agrandir l'image? Faites pause. La personne sort et commence à faire le plein. Il s'agissait d'un homme noir conduisant un véhicule foncé. Les yeux rivés sur l'écran, les agents de police attendent que ce conducteur se dirige vers la caméra. J'espérais que le suspect entrerait dans le magasin pour acheter quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Au lieu de ça,
le conducteur paye directement à la pompe, par carte. On a pu confirmer qu'à cette date et à cette heure, c'est bien la carte bleue de Shirley Shell qui a été utilisée. Ils sont convaincus qu'ils ont devant eux l'assassin de Shirley. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'on le tenait. Vous avez d'autres angles? Afin d'identifier le véhicule, ils basculent sur les images d'une autre caméra. Là. L'image est pixelisée, mais ce qu'elle montre est sans ambiguïté. Pause. La voiture n'est pas Bordeaux. Elle est vert foncé. C'était la première fois que l'un de nous avait un aperçu du suspect et du véhicule qu'il pouvait conduire. La police lance un avis de recherche concernant un homme noir conduisant une 5 portes de couleur vert foncé. Mais ils ont encore besoin d'une image claire de leur suspect. Pour trouver d'autres caméras, ils répertorient tous les lieux où la carte bancaire de Shirley a servi depuis le vol. Il est à Tulsa, Conway et Clayton le 5, et le 6 et 7, il est à Oklahoma City et à Joplin. C'est une autoroute, non? S'il l'a emprunté, il a dû passer par un péage. Et les péages ont des caméras. Les policiers contactent immédiatement l'opérateur de l'autoroute pour exiger la copie des images de vidéosurveillance. Trois semaines après l'assassinat de Shirley, la famille Shell vit un autre événement douloureux. Je pense que ma grand-mère avait eu assez de chagrin comme ça. Elle avait vécu longtemps. Et à mon avis, elle a décidé qu'elle était prête à partir. Elle est décédée 3 semaines seulement après le drame. Je suis certaine que ça a beaucoup joué. Au poste de police, les inspecteurs ont reçu les vidéos du péage de la part de l'agence responsable de son exploitation. La qualité de l'image est bonne, mais il y a 10 voix à vérifier. L'agent Waze a passé de nombreuses heures à visionner les voies 1 à 9 à la recherche de ce conducteur noir de cette petite 5 portes foncées. Il regarde les véhicules passer les uns après les autres au péage. Aucun ne correspond à celui du suspect. Il arrive à la 10e voie. Là. À 13h22, le 6 juillet, une voiture de couleur vert foncé arrive à hauteur de la cabine. Agrandi. Reviens. Fais pause. On distingue au volant un homme noir vêtu d'une chemise rayée. Le conducteur paye en espèces. La police est sûre qu'il s'agit de l'assassin de Shirley. Mais il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule. Attendez. En regardant plus attentivement, pause. C'est pas une plaque. On a vu que sur le tableau de bord, juste devant le conducteur, il y avait une plaque. On a pu distinguer les 2 derniers chiffres immédiatement. La plaque se termine par 82. Mais comme c'est insuffisant pour identifier un véhicule, il change de tactique. Il passe en revue les détails matériels de la voiture. On regarde le pare-brise, les bus de gicleurs lave-glace, la calandre, tous les détails permettant de déterminer le modèle de la voiture. Il compare le véhicule à des modèles similaires.
On a fini par trouver qu'il s'agissait d'une Mazda 626. La police entre la marque, le modèle et les 2 chiffres connus de la plaque minéralogique dans une base de données nationale. Il n'y en avait qu'un seul dans la base, qui correspondait au véhicule que nous recherchions. Il est enregistré au nom de Michael Gary, âgé de 36 ans, originaire d'Akron dans l'Ohio. J'ai sorti son casier judiciaire. Il avait été accusé de vol à main armée et de 2 viols. Il était aussi enregistré comme délinquant sexuel. Michael Gary a déjà commis des crimes violents. S'il a assassiné Shirley Shell, il peut recommencer. La police d'Akron procède à l'arrestation. RS! Monsieur Gary s'était enfui par la porte de derrière. RS! Les agents trouvent sa Mazda 626 garée dehors. Les policiers ont pu la saisir pour qu'elle nous serve éventuellement de preuve. Les inspecteurs pensent que leur principal suspect est désormais en cavale. Ils sont stupéfaits quand, dès le lendemain, Michael Gary se rend. Voici l'agent Chesley, un collègue. Comment allez-vous? Michael Gary croit que la police a fait une descente chez lui parce qu'il n'a pas actualisé son inscription au registre des délinquants sexuels. On a besoin de savoir. Savez-vous comment la carte bleue de la victime a fini par se retrouver en votre possession? C'est ça qui nous intéresse. J'ai rien à dire. Je sais rien à ce sujet. Je vous donnerai les lieux où je suis allé. Vous savez où se trouve Edmond? Vous y allez souvent? Si je connais la route pour y aller? Non, je suis allé là-bas qu'une seule fois. Michael Gary finit par avouer qu'il a utilisé la carte bancaire de Shirley. J'ai pas nié que je l'avais utilisée. Il nie en revanche l'assassinat. Il nous a raconté qu'on lui avait donné la carte bancaire à une soirée. Que c'était un mec avec des dreads et le visage balafré qui lui avait donné. Je ne l'ai pas cru. C'était quand? Je vous dirai pas à quelle heure j'étais à la fête. On le saura. Ouais, bon d'accord, ce coup de fil. Que faisiez-vous à Edmond alors? J'étais à une fête. La fête se déroulait à Norman. Qui? Vous aviez dit que c'était à Norman. Norman? Non, j'ai jamais... J'ai dit ça au pif. Quand vous avez commencé à vous moquer de moi, j'ai inventé. Je sais pas où la fête se passait. Alors c'était à Edmond? Edmond, Norman, un truc de ce genre-là. Norman est à l'autre bout de l'Oklahoma. Vous cherchez à m'embrouiller. Je veux comprendre, c'est tout. J'ai pas donné de nom précis. J'ai pas dit Norman, ou c'était quoi déjà? Edmond? Quelle importance? Moi, je pense que c'est Norman. Vous me dites Edmond, et alors? Vous n'avez qu'à demander à Josh. Les inspecteurs accusent Michael Gary d'escroquerie, mais manquent de preuves pour l'accuser d'homicide. Il rapporte son véhicule à Edmond pour en examiner le moindre centimètre carré. On a fouillé la voiture dans ses moindres recoins, à l'intérieur comme à l'extérieur. On a même retiré les sièges et les ceintures de sécurité. On recueillait tout ce qui pouvait nous fournir des empreintes ou de l'ADN. Quand on s'est penché sur la console centrale, là où se trouve l'accoudoir, il y avait une boule de pièces de monnaie toute collante. Avec un collègue, on détachait les différentes pièces. Et au milieu de cette monnaie collante, mon collègue a trouvé un porte-clés. Cette découverte nous a stupéfaits. Ce porte-clés était gravé au nom du mari de Shirley Shell, Joe Shell.
Des gens qui travaillaient pour moi m'avaient donné un porte-clés avec mon nom dessus. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis dans le pot avec les pièces. Monsieur Shell avait l'habitude de mettre ses pièces de monnaie dans ce pot quasiment tous les jours. Je vidais mes poches dans une sorte de gros pot en plastique. Il y avait principalement de la menue monnaie. Mais s'il y en a suffisamment, on peut arriver au total à 200 ou 300 $. Mais on n'emportait pas très souvent cet argent à la banque. C'est seulement quand le pot était plein à ras-bord qu'on allait à la banque. Joe savait tout comme nous que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour prouver que Michael Gary avait assassiné son épouse, Shirley Shell. Vous le tenez. Devant les preuves, le porte-clés, les transactions bancaires et les images de vidéosurveillance, Michael Gary finit par avouer le meurtre de Shirley Shell. Ses aveux sont filmés et enregistrés. C'était pas réfléchi. Je me suis garé. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché jusqu'à la porte. Je suis entré en passant par la porte du garage. Une fois entré, j'ai pris le couloir. J'avançais machinalement. La dame, la mère, elle m'a demandé « Quand vous dites la mère, vous parlez de la victime, Shirley ?» C'est ça, monsieur. Elle m'a demandé comment j'étais entré. Je lui ai répondu machinalement que j'étais passé par la porte du garage. Elle me demande ce que je fais là. Je réponds que j'en sais rien. Franchement, j'en savais vraiment rien du tout. J'avais un pistolet sur moi. Ça n'a jamais été mentionné nulle part. Je l'ai dégainé, je l'ai pointé sur elle. Elle a demandé ce que je voulais, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Du coup, j'ai fait demi-tour, et elle a dit que Dieu me pardonnerait. Quand elle a dit ça, ça m'a vraiment fait l'effet d'une gifle, parce que cette phrase me fait péter les plombs. Je l'ai conduite dans sa chambre. Je lui ai dit de s'allonger. Elle m'a dit « Me faites pas de mal ». J'ai répondu que j'avais pas l'intention de lui en faire. Et à partir du moment où elle m'a sorti que... Il se trouve qu'avec moi, j'ai aussi un couteau de pêche. Je l'ai toujours sur moi. Je l'ai sorti de ma poche. Et sans réfléchir, je l'ai lacéré. Les inspecteurs peuvent enfin reconstituer les événements qui se sont déroulés la nuit du meurtre. Il avait besoin d'argent pour payer l'essence et retourner dans l'Ohio. En chemin, il s'est perdu. Il s'est retrouvé dans le quartier des Shell. Il a vu que la maison était allumée. Il est passé par une porte de derrière. Il venait commettre un cambriolage. Il a demandé à Shirley d'appeler Joe pour avoir le code de la carte bancaire qu'il avait trouvé dans son sac. Joe, appelle-moi si tu as ce message, d'accord? Il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas d'argent. Il l'a conduit à sa chambre en passant par le couloir. Il l'a poignardé, lui a tranché la gorge et il l'a laissé sur le lit. Ensuite, il a vu par terre le pot en plastique transparent plein de pièces de monnaie. Il l'a pris, a retiré une thé d'oreiller du lit, a vidé le pot dedans, est sorti par où il était entré et il est retourné dans l'Ohio. Ce pot contient peut-être $100, $200 maximum.
Voilà en gros ce pourquoi Shirley a été tuée. Le 2 juin 2008, Michael Gary écope d'une condamnation à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 40 ans pour l'homicide volontaire de Shirley Shell. La vidéo a joué un rôle capital dans la résolution de cette affaire criminelle. Les images des stations-service et surtout les images de la cabine de péage, c'est ça qui a permis d'élucider le mystère. Ce qui me rend le plus triste, c'est que je suis privé de ma femme. Cet homme nous a retiré le temps qu'on allait encore passer ensemble et tout ce qu'on aimait partager. Ma mère était le noyau dur de la famille. Tout le monde vous le dira. Elle en était le ciment. Il a pris la vie de quelqu'un de formidable. Comment remplacer ça? C'est impossible.